Et notre invité ce matin dans la grande interview CNews et Europe 1, c'est Guillaume Kasbarian, député en Centre pour la République de l'Eure-et-Loire. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes aussi ancien ministre de la fonction publique et du logement et vous êtes surtout un libéral. C'est pour ça que c'est important de vous entendre sur toutes les préoccupations quotidiennes des Français. Combien de temps, à votre avis, le gouvernement va tenir sans aider plus largement les travailleurs qui sont aujourd'hui étranglés par la hausse des prix de l'essence? Tous les pays européens s'y sont mis, sauf la France. Alors effectivement, le prix de l'essence qui augmente, ça a un impact dans le quotidien de tout le monde et c'est une vraie détresse pour tous les travailleurs. Rien de nouveau sous le soleil. Et vous savez tous que ça vient d'un problème géopolitique avec un blocage du détroit d'Ormuz et une baisse de l'offre qui a un impact sur les prix. Et ça concerne tout le monde, partout dans le monde. Mais les réponses des pays européens ne sont pas celles de la France. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils le font, Madame Ferrari? Parce qu'ils ont dégagé des marges de manœuvre, parce qu'ils ont réussi à faire des économies depuis des années. Et comme ils ont redressé leurs comptes et qu'ils ont mis de l'ordre dans leurs comptes publics, ils ont plus de marge de manœuvre pour pouvoir aider. C'est pas vrai vraiment pour l'Allemagne. Hein. Ils ont réussi en tout cas. Des déficits publics à hauteur de 3,5 du PIB. Et comme ils ont un peu de marge de manœuvre, ils arrivent à aider temporairement. Après, il y a plusieurs solutions sur la table. Moi, je pourrais faire comme tous les hommes politiques qui viennent vous voir et dire je veux faire une aide, un chèque, une distribution. Vous savez tous que si je fais cette proposition-là, il y a bien quelqu'un qui va la payer. Les Français, les travailleurs qui vont être taxés pour financer une aide. Donc moi, je ne suis pas favorable à des mesures d'aide généralisées, définitives, qui sont payées par les travailleurs, par les actifs. Il y a d'autres solutions d'inspiration collectiviste qui circulent tout le temps. Le blocage des prix, le blocage des marges, dans tous les secteurs, ça ne marche jamais. Jordan Bardella demande solennellement la baisse de la TVA. La France Insoumise demande le plafonnement des prix. Le blocage des prix, ça a toujours un impact. C'est que comme vous empêchez les vendeurs de vendre au prix du marché, à la fin, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ne vendent pas. Ça crée des pénuries, ça crée une rupture de stock et à la fin, les gens font la queue et il n'y a pas de stock. Mais il y a déjà des pénuries. Ça serait vraiment, je vous assure, Madame Ferrari, un blocage des prix et des marges, ça a toujours les mêmes conséquences, que ce soit dans le logement, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans tous les secteurs. Dès que ça a été utilisé, ça a un impact sur l'approvisionnement et ça crée des ruptures de stock et des pénuries. Après, il y a d'autres solutions qui peuvent être proposées, y compris par les distributeurs, qui ont proposé, par exemple, une suspension temporaire des certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est entre 15 des CEE, c'est entre 15 et 20 centimes par litre. Ça, c'est des solutions qui, effectivement, peuvent avoir un impact sur les prix à la baisse. Par contre, il faut être très honnête avec les gens. Ça veut dire qu'on financera, du coup, beaucoup moins les projets de rénovation thermique des logements, rénovation d'écoles, rénovation d'équipements à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas d'argent gratuit. Donc, vous voyez que dans l'éventail des solutions, il n'y a pas de recette magique, sinon on l'aurait utilisé depuis belle lurette. Il y a des mesures temporaires qui peuvent peut-être marcher, mais elles ont des conséquences économiques. Il y en a d'autres qui sont très mauvaises et qu'il faut vraiment écarter. C'est pas un sujet simple. Tous les pays du monde y font face. Moi, je suis encore une fois plutôt favorable à une baisse de prix par des baisses de certificats d'économie d'énergie, si c'était la solution retenue, que par des mécanismes de blocage des prix ou que par des aides généralisées qui vont coûter très cher. Mais le libéral que vous êtes, et j'en reviens à là, quand vous voyez que c'est 55% de taxes sur le prix du litre d'essence, ça vous interpelle pas quand même? Si, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis que parmi le panel, je suis plus ouvert à une baisse, en tout cas une suspension du paiement des certificats d'économie d'énergie qui font partie de ce package. Mais ça fait reposer encore une fois l'effort sur les distributeurs qui disent franchement arrêtez, vous voyez bien que les distributeurs, eux, ce qu'ils veulent vraiment pas, c'est un blocage des prix et des marges, parce que ce qu'ils disent, et ils n'ont pas tort, c'est que ça ne concernerait que 1 ou 2 centimes d'euros par litre, et donc ça aurait peu d'impact. Par contre, ça les mettrait dans une situation de vente à perte, et ça serait attentatoire à leur liberté de commerce. Donc là, il y aurait vraiment des pénuries si on fait ça. Donc je pense que dans le panel d'options, la moins mauvaise, s'il devait y avoir une mesure à court terme, ça serait probablement une suspension de ces CE, qui est d'ailleurs proposée par certains acteurs de la grande distribution que j'ai écouté attentivement hier. Mais par contre, il faut être encore une fois très honnête avec les gens. C'est-à-dire que ce que vous ne récupérez pas à travers ces certificats, vous ne pouvez pas le financer par ailleurs. L'honnêteté intellectuelle, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution miracle et que toutes les actions ont forcément une conséquence. Donc les aides, ça veut dire que c'est plus de taxes pour financer les aides. Le blocage des prix, ça veut dire que c'est un risque de pénurie. Et les certificats d'économie d'énergie, c'est que vous pouvez du coup moins financer de projets liés à cette rénovation. On dit aux Français, débrouillez-vous. Non, on leur explique. Prenez votre vélo, même si vous habitez dans la Creuse. Je préfère être honnête avec les Français. Voilà, je pourrais arriver en disant, il y a une solution magique, j'ai une baguette, vous allez voir, tout va être réglé et on va pouvoir baisser de 50 centimes au litre. C'est pas crédible, vous me diriez, vous pipotez, et les Français ne me croiraient pas et vous croiraient pas. Donc à un moment, je préfère être honnête avec eux, leur dire la vérité et les conséquences de chacune des mesures, en leur disant qu'à la fin, peut-être qu'il y aura des dispositions adoptées, mais qu'elles auront nécessairement, d'une manière ou d'une autre, une conséquence. Il n'y a pas d'argent magique, Madame Ferrari. Monsieur Kasbarian, vous devez bien sentir le pays et ce qui s'y passe. On a tous les ferments pour une nouvelle crise sociale. On a le prix de l'essence, on a le travail qui ne paye pas, on va en parler dans un instant. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'on soit au bord d'une explosion sociale ? Écoutez, moi, ça fait 9 ans que je suis député. On me dit souvent, on est au bord d'une explosion sociale. Alors, il y a eu des épisodes au sein des 9 ans d'explosion sociale. Je ne sais pas, ce que j'essaye en tout cas, moi, c'est de faire avancer dans le débat des idées, comme vous l'avez dit, libérales, qui visent à redonner plus de liberté,
plus de pouvoir aux Français, que ce soit sur le travail, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur les normes administratives et sur la bureaucratie. Et donc j'essaie de les alléger en réalité de tout un tas de contraintes qui leur pèsent sur la tête et qui souvent peuvent déclencher des mouvements sociaux. Donc si on veut éviter les mouvements sociaux, à mon sens, la meilleure façon de faire, c'est de libérer les Français et de leur donner beaucoup plus le choix, la liberté, et de ne pas leur mettre des normes, des contraintes, des blocages qui alimentent des tensions, qui les brident, et qui généralement font exploser la cocotte minute à un moment ou à un autre. Alors, libérer les Français, ils ne seront pas libérés pour le 1er mai, ça c'est clair, puisque le gouvernement a reculé sur le travail pour le 1er mai, sur les métiers de bouche, les fleuristes. C'était pourtant une proposition de Gabriel Attal. Alors, c'était une proposition du bloc centriste qu'on a portée, que Gabriel Attal a portée, qu'on a portée, que j'ai défendue, on l'a défendue à fond les ballons. Et moi, je trouve ça lamentable qu'elle ait été rejetée d'un revers de la main, qu'elle ait été mise... Capitulation. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que je trouve ça lamentable ? Parce que du coup, on va bientôt arriver au 1er mai et que vous allez avoir le même problème que chaque année, c'est-à-dire des professions qui ne peuvent pas travailler, des salariés qui voudraient travailler pour être payés double ce jour-là et qui ne pourront pas le faire, des boulangeries, des fleuristes qui seront fermées, alors que juste à côté, vous avez des McDo ou d'autres types de commerces qui sont ouverts. Donc c'est typiquement une règle absurde qui concerne certains secteurs et pas d'autres, qu'il fallait absolument changer. Et on avait l'occasion unique de le faire avant le 1er mai. Tout ça parce qu'il y a eu une pression syndicale et une pression de la gauche. Le gouvernement a cédé, moi je le regrette vivement. Et je regrette que le 1er mai, on ait toujours ces difficultés-là qui se profilent. Et vous allez pouvoir faire des reportages sur tous les Français qui sont embêtés le 1er mai à cause de ça. Et je le regrette profondément. Mais ce qui est étonnant, c'est que les syndicats, ça les dérange pas qu'il y ait des services publics qui fonctionnent ce jour-là, payés double pour les salariés. Y compris les inspecteurs du travail. Évidemment, voilà. Mais alors pour le salarié du privé, pas question. Ça, ça, vous voulez faire quoi là-dessus ? Écoutez, c'est la défense des dogmes par les syndicats. Les syndicats qui aujourd'hui, à mon sens, ne représentent qu'eux-mêmes. Ils sont élus par très très peu de monde. Beaucoup de salariés ne se sentent pas représentés par les syndicats. Et là, ils défendent une religion, qui est de dire il faudrait que le 1er mai, tout le monde s'arrête de travailler parce que c'est un dogme. Et vous avez raison de dire, sauf le service public. Donc je ne sais pas le dire autrement, c'est une religion syndicale qui vise à imposer à tous un fonctionnement. Alors que je pense que ce qu'il faudrait, c'est laisser la liberté à chacun de choisir. Il y en a qui ne veulent pas travailler le 1er mai, très bien, travailler pas le 1er mai. Il y en a qui veulent travailler, très bien, travailler. Mais encore une fois, on est dans la restriction de la liberté plutôt que dans la liberté réelle où on peut choisir ce qu'on veut faire tous les jours de l'année, jours fériés, dimanche, jours de la semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec M. Lecornu alors ? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis dans la main de la gauche ? Vous avez eu une expression fleurie que je vous laisse. On parle du 1er mai et du muguet. Mais pourquoi il s'est mis dans la main de la gauche à ce point-là ? Pourquoi il a capitulé ? Écoutez, c'est à lui qu'il faut poser la question, c'est pas moi. Moi, j'aurais tenu, moi, je défendais. Oui, mais sauf que là, franchement. Oui, je regarde bien votre étiquette, c'est Ensemble pour la République. Je ne suis pas trompée, j'ai pas mis mes lunettes. J'ai eu un langage fleuri sur le sujet, je ne vais pas l'avoir sur votre plateau, Madame Ferrari. Mais je trouve ça lamentable. Voilà, je trouve que là, on s'est couché devant la pression de la gauche et des syndicats. Le gouvernement s'est couché. Nous, on était prêts, côté parlementaire, à faire passer la loi. Tout était sur la table. Et voilà, moi je le regrette, mais fondamentalement. Donc je ne sais pas dire autre chose, Madame Ferrari, que je ne suis pas d'accord avec cette décision du gouvernement d'avoir renoncé et cédé à la pression syndicale et la pression de la gauche. Vous croyez qu'il y aurait vraiment eu une motion de censure ? Vous croyez vraiment que la gauche j'imagine que si elle avait aurait eu le cran d'aller se représenter devant les électeurs à un an de la présidentielle ? Mais il y a ça, et puis il y a le fait que le RN, je ne vois pas très bien pourquoi ils l'auraient voté, parce qu'ils étaient favorables à cette proposition. Donc là, vous auriez été la première, Madame Ferrari, à aller voir le RN en disant « je ne comprends pas ». Vous étiez favorable à cette proposition de loi du 1er mai, et pour autant vous censurez le gouvernement. Il y a quand même un petit problème logique. Donc je ne crois pas que cette hypothèse-là était en réalité forte et probable, tout comme je ne crois pas qu'il y aurait une grande vague de manifestations des Français pour défendre le fait qu'il est interdit à quiconque de travailler le 1er mai. Et donc je trouve que les risques étaient en réalité minimes. Et manifestement, le gouvernement a souhaité prendre zéro risque, alors que ce risque-là était, à mon sens, minime. Et encore une fois, je le regrette. Guillaume Kasbarian, on est sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que le problème de fond, ce n'est pas le travail ? Est-ce que les Français travaillent assez ? Je crois qu'il nous manque à peu près 17 jours de travail en moyenne pour rattraper le niveau de nos voisins européens. Est-ce que ce n'est pas là le cœur du réacteur ? Alors, je fais toujours attention parce qu'il y a des auditeurs qui peuvent vous entendre et qui peuvent dire « Attendez, c'est qui ces politiques qui nous disent qu'on ne bosse pas assez, qu'on est des feignasses ?» Donc moi, ce n'est pas le discours et le langage que j'emploie. Il y a dans notre pays des gens qui travaillent beaucoup. Emmanuel Macron l'a beaucoup dit. Les Français ne travaillent pas assez. Si, il l'a dit et je l'ai même dit en conférence de presse. Vous m'invitez, moi je vous dis ce que je pense, Madame Ferrari. Ce que je pense, moi, je vous dis ce qu'il a dit. C'est qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent très dur et qui ne comptent pas leurs heures. Et qui se donnent à fond les ballons. Et quand ils entendent des responsables politiques dire les Français ne travaillent pas assez, ils se sentent un petit peu visés et ils en ont un petit peu marre. Surtout 10% des actifs payent 70% de l'impôt. Attendez, surtout qu'ils payent des impôts, des charges, des cotisations pour les retraités actuels. Je rappelle que 30% aujourd'hui part dans des cotisations des actifs pour financer les retraités d'aujourd'hui. Donc attention au discours politique un peu facile de dire on ne travaille pas assez. Ce qui se passe, c'est qu'on a déjà pas... tout le monde ne travaille pas
à ce niveau-là. Et donc, vous avez des personnes inactives alors qu'elles pourraient travailler et qui, aujourd'hui, ne travaillent pas. C'est un fait. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on manque d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, démographiquement, notre système social repose sur le travail des actifs. Ceux qui bossent financent ceux qui ne bossent pas, y compris les retraités, donc. Et donc, ce transfert démographique pose problème parce qu'on a de moins en moins d'actifs et à l'inverse, de plus en plus d'inactifs. Et ça va continuer à augmenter parce que l'espérance de vie va continuer à augmenter et parce qu'on a un déséquilibre démographique qui va continuer à augmenter. Regardez, on va avoir moins d'enfants par classe d'ici 2035, moins d'enfants au global à l'école, je veux dire 1,7 million d'enfants en moins. Et on va baisser 2035. la fonction publique, Donc, le nombre de fonctionnaires à l'éducation nationale. J'ai toujours accepté les baisses d'effectifs et j'ai toujours soutenu les baisses d'effectifs quand c'était nécessaire pour des questions démographiques. Moi, je soutenais à l'époque, au sein d'un gouvernement, la diminution d'un certain nombre de postes dans l'éducation nationale, mais pas que, dans d'autres services où il y avait moins de besoins de recrutement qu'ailleurs. Donc, moi, je suis très cohérent sur le sujet. Je vous dis juste que sur le travail... Il faut que le travail paye. Il faut que le travail paye, nous disent les Français. Alors oui, et pour qu'il paye, il faut réformer. La première chose à réformer, c'est les retraites. Comme je vous le disais tout à l'heure, 30% va dans les retraites, des cotisations des travailleurs. Donc, on ne peut pas dire, quand on est un responsable politique, je veux que le travail paye, et continuer à avoir un système par répartition où les actifs financent les retraités d'aujourd'hui et où 30% de ce qu'ils gagnent part au financement d'un modèle social qui est aujourd'hui à la dérive. Donc une dose de capitalisation dans tout ça. Plus qu'une dose. Moi, je suis même pour l'inverse. Moi, je pense qu'il faut une dose de répartition, c'est-à-dire un matelas égal pour tout le monde, une dose de répartition pour tout le monde, et à l'inverse, un maxima de capitalisation. Alors certains disent que c'est un gros mot. La capitalisation, c'est quoi? C'est que plutôt que de cotiser pour les autres, vous cotisez pour vous-même. Vous prenez une partie de votre argent, vous le mettez, vous le placez là où vous souhaitez, dans l'immobilier, dans des entreprises, dans des obligations. Vous faites travailler cet argent-là. Et à la fin, quand vous prenez votre retraite, vous bénéficiez de votre propre argent qui est à vous et qui n'est pas celui des autres. Ce système-là, il faut qu'il soit le plus développé possible pour éviter qu'on ait un déséquilibre démographique et qu'on permette aux gens de gagner leur vie grâce à leur travail. Si on ne fait pas cette réforme-là, on pourra toujours continuer dans quelques années de dire il faut que le travail paye. C'est votre gouvernement qui a abrogé la dernière réforme. Attendez, vous vous rappelez que c'est nous qui l'avons défendue. Moi, attendez, Madame Ferrari, moi cette réforme, je l'avais soutenue à l'époque. Alors c'était pas une réforme de capitalisation, c'était une réforme qui restait sur le même système. Moi, je suis pour une réforme profonde sur les retraites et j'assume de dire qu'on ne peut pas avoir un système par répartition qui continue à peser sur les actifs. Sinon, je suis pas cohérent quand je vous dis qu'il faut que le travail paye. Et vous êtes un libéral. C'est pas possible. Et je suis libéral. Par contre, je comprends pas. Sur les ZFE. Vous avez voté cette loi sur les ZFE. Alors, c'est pas une loi sur les ZFE, Madame Ferrari. Oui, il y a une loi très très vaste dans laquelle il y avait les ZFE. Je ne comprends pas. On va être là aussi très honnête. On va reprendre la phrase de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français, je le remets dans sa bouche. Et là, franchement, les ZFE. Alors, Madame Ferrari, vous pouvez être pour ça? Je vais être hyper honnête. J'ai voté cette grosse loi de simplification qui propose de supprimer des comités théodules, qui propose de supprimer des bidules, qui propose des flexibilités sur certains secteurs et qui redonne beaucoup plus de liberté et de simplicité dans plein de secteurs. Il y a plein de choses dans cette loi. Il se trouve que les parlementaires, dans le débat, ont introduit quelque chose qui était hors sujet, qui était la question des ZFE. Et il se trouve qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et vous allez voir que dans quelques jours, parce que la Constitution... vous attendez que le Conseil constitutionnel passe? C'est pas que j'attends, c'est qu'en fait, les parlementaires ont joué à un jeu qui, à mon avis, est assez malsain. Ils sont venus sur vos plateaux dire on est contre les ZFE et on va utiliser ce projet de loi pour supprimer les ZFE. Ils savent que c'est pas constitutionnel, ils savent qu'ils vont se faire taper dans quelques jours, et ils savent que cette mesure ne passera pas à travers ce projet de loi. Il y a une sorte d'hypocrisie, excusez-moi, politique, à venir faire du beurre électoral sur la question des ZFE à travers un projet de loi qui n'était pas sur ce sujet-là. Et je crains que ceux qui ont débouché le champagne soient obligés de le reboucher dans quelques jours, parce que tout le monde sait, mais ils le savent, hein, tous les politiques savent que ce débat sur les ZFE est hors sujet et qui sera censuré par le Conseil constitutionnel. Donc. C'est hypocrite et ils viendront sur votre plateau vous dire que le Conseil constitutionnel est méchant parce qu'il a décidé de censurer une disposition. C'est de l'hypocrisie pure. C'est un sujet hors sujet. Donc moi j'ai voté sur ce projet de loi pas pour les ZFE pour ou contre. J'ai voté pour ce projet de loi parce que je suis pour la simplification et qui contient de vraies mesures de simplification dont on ne parle pas dans le débat public. Et tout le monde a parlé des ZFE alors qu'en réalité c'est un sujet hors sujet et que dans quelques jours le Conseil constitutionnel va le supprimer. Je vous l'annonce. Je mets ma main à couper et donc on en reparle dans quelques jours. Un tout petit mot, vous avez parlé de problèmes démographiques en France, il est réel. On a l'Espagne là, qui a annoncé sa volonté, par la voix de M. Sanchez, régulariser 500 000 clandestins. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'encore une fois, il faut, pour permettre au marché du travail d'avoir de la main-d'œuvre, comme il le dit, et de pallier à ce problème démographique, est-ce qu'il faut régulariser? Est-ce que c'est la solution que vous préconisez ou pas du tout? Je ne suis pas un adepte du tout de la régularisation de masse comme ça a pu être le cas en Espagne ou ailleurs. Par contre, on le fait de la même façon en France, mais de façon... attendez, moi, la régulation de masse, mais encore une fois, je ne suis pas favorable à ça. Ce que je souhaite, c'est une immigration choisie, sur lesquelles, comme certains pays, notamment anglo-saxons, vous avez des quotas qui sont fixés pour répondre à des besoins précis sur le monde du travail, avec des gens qualifiés,
compétents que vous faites venir parce qu'il y a un énorme manque de professionnels dans ces domaines-là. C'est une immigration parfaitement choisie, avec des quotas votés annuellement, et qui permet de choisir qui on fait venir sur notre territoire. Et en même temps qu'on a cette immigration choisie, je suis pour une intransigeance vis-à-vis de tous ceux qui ne respectent pas les règles de la République. C'est-à-dire si quelqu'un a un visa de travail et est venu sur notre territoire pour travailler, si cette personne déjà s'arrête de travailler, je pense qu'elle ne doit plus avoir son visa de travail. Bien. Et je pense que cette personne, si elle ne respecte pas... Vous le savez pour moi, il faudrait... Écoutez, pourquoi d'autres pays le font et nous, on n'y arriverait pas? Pourquoi est-ce que d'autres pays... Oui. Non, mais pourquoi est-ce que certains pays octroient des visas de travail? Je vous invite à demander un visa de travail dans certains pays. Le jour où vous vous arrêtez de travailler alors que vous avez eu un visa de travail, Aux États-Unis, par exemple. Et pas que. Il y a plein de pays sur lesquels vous vous êtes arrêté de travailler alors que vous aviez un visa de travail, le visa tombe. Et l'autre élément, c'est que si vous avez un visa et que vous ne respectez pas les règles du pays qui vous accueille, vous perdez là aussi votre visa. Mais en France, on ne quitte pas le territoire français. Vous savez qu'il y a moins de 10% des OQTF qui sont exécutés. C'est un vrai problème. On a un problème d'exécution des OQTF aussi parce que certains pays ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Et quand on leur dit il faut les reprendre, ils vous disent non, on renvoie cette personne-là dans le pays. Donc il faut trouver des solutions pour réaliser ces OQTF et avoir un taux de réalisation qui est bien supérieur à celui qu'on a aujourd'hui. C'est pas simple. Là aussi, il n'y a pas de baguette magique, Madame Ferrari. Mais on a un problème avec certains pays qui refusent de prendre leurs ressortissants. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut retirer un visa à quelqu'un qui est venu pour travailler mais qui ne bosse plus, ou quelqu'un qui est venu travailler et qui ne respecte pas les règles de la République. C'est ça l'immigration choisie réellement et maîtrisée réellement. C'est pas les solutions il y a qu'à faucon. On est capable de faire venir des gens dont on a besoin et en même temps on est ferme avec ceux qui doivent repartir. Guillaume Kasbarian, vous venez de créer le Parti de la Liberté. Tout à fait. Un très joli nom. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous allez être candidat à la présidentielle et ajouter votre nom à l'immense liste que nous tenons sur les candidats. Exactement. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. J'ai créé ce Parti de la Liberté pour défendre la liberté à tous les étages, sur les questions économiques, sur les questions de société, sur les questions personnelles, avec un parti qui fonde son idéologie et ses propositions concrètes sur la liberté individuelle, sur la confiance dans l'individu, dans sa vie. Donc, une fois que j'ai dit ça, notre objectif, c'est quoi? C'est faire reculer dans le débat public des propositions étatistes, collectivistes, dirigistes et socialistes qu'on a depuis des décennies sur plus de taxes, plus de normes, plus de bureaucratie, plus d'embêtement pour les Français, pour le dire poliment, et à l'inverse, proposer et montrer que la liberté individuelle, et si on fait confiance aux gens, on est capable de les libérer et d'avoir beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de prospérité, et de les laisser tranquilles et laisser... Pourquoi vous ne travaillez pas avec David Lisnard? Parce que si on enlève les moustaches, vous faites la même chose. Hein. Moi, je travaille avec tous ceux qui défendent la liberté. Et il y a suffisamment d'étatistes et de dirigistes dans notre pays pour que je concentre mes commentaires et mes attaques sur ceux qui défendent le dirigisme et les collectivismes. Et vous n'avez pas l'impression que c'est réciproque? Et à l'inverse, il y a des personnes qui défendent la liberté. David Lisnard en fait partie, mais il y en a d'autres, au centre, à droite ou de nulle part, qui sont dans le débat public, dans la défense de la liberté. Madame Ferrari, plus on sera nombreux à défendre la liberté individuelle, mieux le débat public se portera et mieux on aura des propositions concrètes pour les Français, parce que quand on se présente à des élections, c'est pas pour un concours de beauté, c'est pour faire des propositions concrètes, des projets concrets, un changement concret. Et ça n'arrive que si on fait des propositions. Donc vous amenez une matrice d'idées libérales, j'amène des propositions sur les retraites, sur le modèle social qu'il faut réformer, sur la fiscalité qu'il faut révolutionner, sur les libertés individuelles qu'il faut valoriser et chérir parce que c'est la prunelle de nos yeux. Et donc sur tous ces sujets-là, je vais arriver avec des propositions cash. Et qui vous écoute? Parce que j'ai pas froid aux yeux. Les Français m'écoutent. Non mais Gabriel Attal, Édouard Philippe, vous leur parlez? Ils peuvent porter vos idées? Évidemment, parce que moi, comme je ne fais pas ça contre quiconque et que je me fâche pas avec quiconque, en réalité, ça me permet de pousser ces idées auprès des leaders que vous avez ici dit. Vous sentez plus proche de l'un ou de l'autre? Mais je les sens très réceptifs. Mais vous savez que comme moi, je ne suis pas candidat à une élection présidentielle, ça me donne une liberté de ton, Madame Ferrari, et une capacité à proposer ce qui me semble juste, ce qui me semble efficace, et avec un sous-jacent idéologique très clair, qui n'est pas dû en même temps, qui est la défense de la liberté sur tous les sujets. Et donc ça me donne une liberté de ton qui, à mon sens, n'est pas inutile dans le débat actuel. Mais qui l'entend, votre liberté de ton chez vous? C'est ça, moi, encore une fois. Vous mettez derrière quelle bannière? Madame Ferrari, tout le monde l'entend. Et je pense que les mois qui viennent, je montrerai qu'on est capable de faire des propositions qui, contrairement à ce qu'on pense, sont populaires, parce que les gens attendent à ce qu'on respecte la propriété privée, qu'on baisse leur fiscalité, qu'on les laisse tranquilles par rapport à la bureaucratie. Ce sont des idées populaires et je souhaite le montrer dans le débat public. Et vous pouvez retrouver ces propositions sur partidelaLiberté.fr. Une dernière question, Guillaume Kasbarian. Alors, un peu anecdotique, mais quand même, la France insoumise s'élève contre les soirées vin rouge et charcuterie imaginées par le canon français. La prochaine, c'est samedi à Caen et les filles demandent son interdiction. Qu'est-ce que vous dites? Oui, ça c'est typiquement une proposition liberticide. On a un groupe politique et des députés qui veulent interdire des soirées vin, viande, cochon ou que sais-je, parce que c'est trop masculiniste. Mais franchement, mais laissons la paix aux gens.
Enfin, je veux dire, Trop franchouillard. Madame Ferrari, si vous avez envie d'organiser un banquet à la campagne, dans un château, dans une grange, dans une ferme, etc., pourquoi est-ce que moi, politique, j'irais vous l'interdire en disant Madame Ferrari, c'est pas bien l'événement que vous faites? Est-ce qu'on peut pas foutre la paix aux Français, excusez-moi l'expression, en leur disant vous allez boire ce que vous voulez, manger ce que vous voulez, danser sur la musique que vous souhaitez, là où vous le souhaitez? Est-ce qu'on peut pas redonner juste de la liberté? Est-ce que les responsables politiques n'ont pas autre chose à faire que d'interdire des soirées festives au motif que ça ne leur plaît pas? Personne ne vous force à aller à ces soirées, mais soyez totalement libre d'y aller si vous le souhaitez. C'est ça la liberté. Et vous voyez du coup qu'on a des députés et des forces politiques qui veulent interdire tout, veulent tout normer, veulent tout contraindre, alors qu'en réalité, il faudrait juste laisser les gens tranquilles et laisser libres de faire la fête en l'occurrence, mais laisser libres de faire ce qu'ils veulent. Du moment où ça n'atteint pas la liberté d'autrui, du moment où ça n'atteint pas, mais voilà, ça n'atteint pas la liberté d'autrui. Ça respecte la loi, ça ne crée pas de désordre particulier, c'est juste de la liberté. Est-ce qu'on peut enfin faire avancer la liberté dans ce pays? Merci beaucoup Guillaume Kasbarian d'être venu ce matin dans la grande interview CNews Europe 1. Bonne journée à vous.